Chapitre 11. Il filait au grand galop, à une allure démentielle, au risque de se rompre le cou. Pendant des jours et des jours, ils filèrent ainsi tandis que s'éveillait le printemps. Leurs chevaux poursuivaient leur train d'enfer et les gens qu'ils croisaient sur leur chemin redressaient leurs épaules et leurs dos courbés au-dessus des champs pour lui suivre du regard, s'interrogeant perplexes, était-ce des cavaliers qu'ils venaient de voir ou des apparitions ? Ils filaient dans l'ombre de la nuit, froide et humide en raison de la pluie, tirés de leur sommeil, les habitants, assis sur leur lit, regardaient autour d'eux effrayés, luttant contre la douleur sourde qui les prenait la gorge et leur montait dans la poitrine. Ils se levaient précipitamment en entendant les volets qui claquaient, les enfants réveillés en sursaut qui pleuraient, les chiens qui hurlaient. Le nez collé aux fenêtres, ils s'interrogeaient perplexes. Était-ce des cavaliers qui venaient de passer ou des apparitions ? Les histoires commencèrent à circuler dans Ebbing, des histoires sur les 3 démons. Ça va bien, eh ben écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bienvenue à toi du coup, installe-toi tranquillement, profite bien. D'où avait-il surgi, comment, par quel miracle ? Mystère. Toujours est-il que le boiteux fut totalement surpris par les 3 cavaliers qui ne lui laissèrent pas la moindre possibilité de s'échapper. Appeler à l'aide aurait été parfaitement inutile. 500 pas au moins séparaient l'infirme des premières constructions de la petite ville. Et même s'il s'était trouvé plus près, il y avait peu de chances que l'un des habitants de la jalousie s'émeuve de ses appels au secours. C'était l'heure de la sieste qui, à la jalousie, débutait généralement tôt dans l'après-midi pour s'achever tôt dans la soirée. Aristote Bobec, surnommé le boiteux, mendiant et philosophe local, ne savait que trop bien qu'à l'heure de la sieste, rien ne pouvait faire réagir les jalousiens. Les cavaliers étaient 3, 2 femmes et un homme. L'homme avait des cheveux blancs et portait une épée au travers de son cou. L'une des femmes, la plus âgée, habillée de noir et de blanc, avait des cheveux bouclés couleur de jais. Une affreuse cicatrice barrait la joue gauche de la plus jeune, dont les cheveux raides étaient couleur de cendre. Elle montait une magnifique jument morelle. Le boiteux eut l'impression de l'avoir déjà vue. Tu m'étonnes. C'est la plus jeune, précisément, qui s'adressa à lui. « Tu es d'ici ? Je ne suis pas coupable, dit le boiteux en claquant des dents. Moi, je fais que ramasser les fausses morilles. Pitié, ne faites pas de mal à un invalide. »« Es-tu d'ici » répéta la jeune fille. L'éclat de ses yeux verts se fit plus menaçant encore. Le boiteux se recroquevilla. « Oui, dame, madame, balbutia-t-il. Je suis d'ici, c'est sûr. Je suis né ici, à Birka, c'est-à-dire à la jalousie. Et c'est sûrement ici que je mourrai. L'an dernier, en été et en automne, tu étais là ? Et où est-ce que j'aurais pu être ? Réponds quand je te pose une question. J'étais là, madame. La jument morelle secoua la tête, dressa les oreilles. Le boiteux sentait sur lui les regards acérés comme des aiguilles de hérisson des autres, la femme aux cheveux noirs et l'homme aux cheveux blancs. C'est ce dernier qui l'effrayait le plus. « Il y a 1 an, reprit la jeune fille à la cicatrice, au mois de septembre, le 9 exactement, durant le premier quartier de lune, on a assassiné ici 6 jeunes gens, 4 jeunes hommes et 2 jeunes filles. Tu t'en souviens ?» Le boiteux déglutit. Il le soupçonnait depuis un moment déjà, à présent, il le savait, à présent il en était sûr. La jeune fille avait changé, et il ne s'agissait pas seulement de cette cicatrice qu'elle avait sur le visage, elle n'avait plus rien de commun avec la jeune fille d'alors qui hurlait, attachée à un piquet, en regardant Bonnart trancher la tête des rats morts. Plus rien de commun avec la jeune fille que le chasseur de primes avait déshabillée et battue à l'auberge sous la tête de la chimère, sauf les yeux. Seuls ses yeux n'avaient pas changé. « Réponds !» le pressa rudement l'autre femme, celle aux cheveux noirs. « On t'a posé une question. »« Je m'en souviens, mesdames, répondit le boiteux. Comment je pourrais ne pas m'en souvenir ? 6 jeunes gens ont été tués. C'est juste, c'était l'an dernier, en septembre. » La jeune fille demeura longtemps silencieuse, les yeux non pas tournés vers lui, mais perdus dans le lointain. « Tu dois donc savoir, reprit-elle, enfin non sans effort, tu dois donc savoir où ils ont été enterrés, ces garçons et ces jeunes filles. Près de quel poteau,
sur quelle décharge ou quelle fumière, et si leurs corps ont été brûlés, si on les a emmenés dans la forêt, donnés en pâture aux renards et aux loups. Tu vas donc me montrer l'endroit. Tu vas m'y conduire. As-tu compris? J'ai compris, madame. Permettez-nous, nous sommes tout prêts. Il se mit en route en clopinant, sentant dans son cou le souffle chaud de leurs chevaux. Il ne se retourna pas. Une petite voix lui dictait de n'en rien faire. Tenez, c'est là, dit-il enfin. C'est notre cimetière jalousien, dans ce fourré, et ceux dont vous avez parlé, mademoiselle Falca, tenez, ils sont là. La jeune fille poussa un profond soupir. Le boiteux la regarda furtivement et vit comme son visage avait changé. L'homme aux cheveux blancs et la femme aux cheveux noirs ne disaient rien, le visage de marbre. La jeune fille resta longtemps à regarder le tertre. Il était beau, bien entretenu, entouré de blocs de grès, de dalles, de spacs et de schistes. Le sapin, qui jadis ornait le tertre, avait roussi. Les fleurs qui avaient été déposées avaient séché et jauni. La jeune fille sauta à bas de son cheval. « Qui » demanda-t-elle d'une voix sourde sans tourner la tête, les yeux toujours rivés sur le tertre. « Eh bien, dit le boiteux en se raclant la gorge, de nombreux jalousiens ont participé. Mais c'est la veuve Goulue qui a quasiment tout fait, et le jeune Niclard. La veuve a toujours été une femme de cœur, bonne. Quant à Niclard, il était tourmenté par des rêves terribles, qu'il ne laissait pas en paix, tant qu'il n'a pas organisé de véritables funérailles à cela. Pourrais-je les trouver, la veuve et ce jeune Niclard? Le boiteux resta longtemps silencieux. La veuve repose là-bas, derrière ce bouleau tordu, répondit-il enfin en regardant sans crainte la jeune fille dans les yeux. Elle est morte d'une pneumonie cet hiver. Et Niclard est parti s'enrôler, quelque part à l'étranger. On raconte qu'il est tombé à la guerre. J'avais oublié, murmura-t-elle. J'avais oublié que le sort les avait mis sur mon chemin. Elle s'approcha du tertre et s'agenouilla, ou plutôt tomba à genoux. Elle se pencha bien bas, touchant presque les pierres de son front. Le boiteux vit l'homme aux cheveux blancs esquisser un geste, comme s'il voulait descendre de cheval, mais la femme aux cheveux noirs le saisit par la main, l'en dissuadant d'un geste et d'un regard. Les chevaux hennirent, secouèrent la tête, firent sonner les petits anneaux de leur mort. La jeune fille demeura longtemps, très longtemps, agenouillée, penchée bien bas, au-dessus du tertre, tandis que ses lèvres remuaient dans une espèce de litanie silencieuse. Lorsqu'elle se le reva, elle chancela. Le boiteux la soutint instinctivement, elle frémit violemment et secoua son coude pour se libérer, lui jetant un regard méchant à travers ses larmes. Mais elle ne dit pas un mot. Elle le remercia même d'un signe de tête lorsqu'il tint pour elle son étrier. « Oui, mademoiselle Falca, dit-il d'un ton plus assuré, le destin suit un chemin étrange. Ici même, vous avez été horriblement opprimée, dans des conditions terribles. Peu d'entre nous ici, à la jalousie, pensaient que vous en sortiriez vivante. Et pourtant, vous voilà aujourd'hui en bonne santé, tandis que la Goulue et Niclard sont dans l'autre monde. Et il n'y a plus personne à remercier, hein, personne à qui témoigner votre reconnaissance pour le tertre. Je ne m'appelle pas Falca, dit-elle rudement. Je m'appelle Ciri. Et pour ce qui est des remerciements, sentez-vous honoré par elle, intervint froidement la femme aux cheveux noirs. Quelque chose dans sa voix fit frissonner le boiteux. Que la grâce retombe sur vous, poursuivit la femme aux cheveux noirs en articulant lentement. Soyez remerciés et récompensés pour ce tertre, pour votre humanité, votre dignité humaine et votre décence. Vous et toute votre bourgade, vous la méritez. Vous ignorez même à quel point. On apprécie le timing des musiques, il y a toujours un petit truc à moitié joyeux quand il y a une scène qui est censée être un peu plus triste. Le 9 avril, peu après minuit, les premiers habitants de Clarmont furent réveillés par une clarté scintillante, un éclat rougeoyant qui s'engouffra dans leur demeure à travers les fenêtres. Les autres habitants de la petite ville furent arrachés de leurs couches par des cris, un chambard de tous les diables et les tintements sauvages de la cloche qui sonnait l'alarme. Peut-être changer du coup, si vous me permettez 2 secondes.
Un seul bâtiment était en feu, celui de l'ancien temple en bois, consacré autrefois à une idole dont personne, excepté les plus vieilles grand-mères de la cité, ne se rappelait le nom. Un temple réaménagé depuis en amphithéâtre, où se déroulaient régulièrement toutes sortes de spectacles de foire, de bagarres et autres divertissements à sensation, capables de tirer la petite ville de Clermont de son ennui, de sa mélancolie et de sa torpeur. C'est cet amphithéâtre, justement, qui se trouvait à présent transformé en une mer hurlante de flammes, secouée d'explosions. De toutes parts jaillissaient des langues de feu qui s'échappaient par les fenêtres. « Éteignez l'incendie !» s'époumonait le marchand Houvenganel, le propriétaire de l'amphithéâtre. Il courait dans tous les sens en agitant les bras et en faisant tressauter son énorme ventre. Il portait un bonnet de nuit sur la tête et il avait jeté une lourde délia sur sa chemise de nuit. Il pétrissait de ses pieds nus le fumier et la boue de la ruelle. « Éteignez le feu! Allez! De l'eau !» « C'est la sentence divine !» déclara d'une voix autoritaire l'une des vieilles grand-mères. « Pour toutes les braveries organisées dans ce temple. »« Oui, 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 ma brave dame, c'est sûrement ça. » Les flammes crépitantes qui dévoraient le théâtre dégageaient une chaleur infernale. Les flaques, dans la ruelle, empestaient le rine de cheval, des étincelles sifflaient. Surgé d'on ne sait où, le vent se déchaîna. « Éteignez le feu !» hurla sauvagement Houvenganel en voyant que les flammes progressaient vers la brasserie et les réserves de blé. « Des seaux ! Trouvez des seaux !» Les volontaires ne manquaient pas. D'ailleurs, Clermont possédait sa propre garde de soldats du feu, équipés et entretenus par Houvenganel lui-même. Ils luttèrent tous vaillamment pendant un long moment, mais en vain. « On ne va pas y arriver !» gémit le chef des soldats de feu en éhuyant son visage couvert de cloques. « Ce n'est pas un feu ordinaire, c'est un feu diabolique !»« De la magie noire !» ajouta un autre, la voix étouffée par la fumée. Ils entendirent le fracas terrible des chevrons, des faîtes et des poutres qui s'effondraient à l'intérieur de l'amphithéâtre. Un énorme faisceau de feu et d'étincelles gronda, crépita, éclata et fusa vers le ciel. Le toit s'écroula et s'abattit sur l'arène. Ensuite, le bâtiment entier se pencha, s'inclina. Pourrait-on dire, comme pour saluer le public qu'il avait diverti une dernière fois, le réjouissant d'une représentation impressionnante, véritablement explosive. Puis, les murs s'affaissèrent. Les efforts des soldats du feu et des volontaires permirent de sauver la moitié du grenier à blé et à peu près d'un quart de la brasserie. Une odeur pestilentielle avait envahi les rues lorsque l'aube se leva. Assis dans la boue et les cendres, l'air misérable, son bonnet de nuit sur la tête et sa chemise de nuit de Brechtschatz noire de suie, Houvenganel pleurait, braillait, comme un bébé. Son théâtre, sa brasserie et son grenier à blé étaient bien évidemment couverts par l'assurance. Le problème résidait dans le fait que la compagnie d'assurance se révélait être également la propriété de Houvenganel. Rien, pas même une petite magouille fiscale, ne pourrait compenser ne serait-ce qu'une infime partie des pertes qu'il venait de subir. Ciri, elle est vraiment en train de tout détruire ceux qui lui ont fait du mal, là, ces trois derniers tomes. C'est bien, c'est mérité vu tout ce qu'elle a subi, là. Et maintenant, où allons-nous ? demanda Geralt en regardant la colonne de fumée qui s'étirait en un long ruban dans le ciel rougeoyant de l'aube. À qui veux-tu encore manifester ta reconnaissance, Ciri ? Elle le regarda, et il regretta instantanément sa question. Il eut soudain envie de l'enlacer, de la serrer dans ses bras, de la cajoler, de lui caresser les cheveux, de la protéger. Jamais, au grand jamais, il ne permettrait qu'elle fût seule à nouveau, seule face au mal, victime de nouvelles horreurs qui pourraient lui faire souhaiter la vengeance. Yennefer resta silencieux. Ces derniers temps, la magicienne était souvent silencieuse. Il fallait pas la chercher, il le mérite bien, c'est exactement ça. Vu tout ce qu'elle a subi, vu toutes les brimades, les humiliations, les violences physiques, encore je suis sympa en disant violences physiques, qu'elle a pu subir ces 3 derniers tomes, franchement c'est bien mérité. Et je suis d'accord que... Enfin... Mérite, et je rajouterais même que c'est bien peu par rapport à ce qu'elle a subi, quoi. Maintenant, dit Ciri d'une voix parfaitement calme, nous allons nous rendre dans un bourg qui porte le nom d'Unicorne. Il tient son nom d'une licorne de paille, une pauvre et misérable poupée ridicule qui veille sur l'endroit.
Je veux qu'en souvenir de ce qui s'est passé là-bas, les habitants aient, disons, un totem. Pas plus onéreux peut-être, mais du moins plus raffiné. Je compte sur ton aide, Yennefer, parce que sans magie... Je sais, Ciri. Ensuite, les marais de Perplus. J'espère que je retrouverai le chemin. Une cabane au milieu des marécages. Dans cette cabane, nous trouverons les restes d'un homme. Je veux que ces restes reposent dans un cercueil convenable. Geralt ne disait toujours rien, et ne baissa pas non plus le regard. Ensuite, poursuivit Ciri en soutenant son regard sur la moindre difficulté, nous passerons dans le bourg de Dindar. Sans doute l'auberge aura-t-elle été brûlée, je n'exclus pas qu'on y assassiné l'aubergiste, à cause de moi. J'ai été aveuglé par la haine et la vengeance. Je vais tâcher de me racheter auprès de sa famille. Il n'y a pour ça aucun moyen, dit Geralt, sortant de son mutisme. Je sais, répliqua-t-elle aussitôt d'un ton sec, presque avec colère. Mais je me tiendrai devant eux, avec humilité. Je me souviendrai de l'expression de leurs yeux. J'espère que le souvenir de leur regard m'empêchera de commettre la même erreur à l'avenir. Est-ce que tu comprends ça, Geralt ? Il comprend, Ciri, dit Yennefer. Nous te comprenons parfaitement bien tous les deux. Sois sans crainte, ma fille. Allons-y. Leurs chevaux filaient comme le vent. Un vent magique. Alarmé par le passage du trio de cavaliers, un voyageur, sur la route, releva la tête. Il ne fut pas le seul. En firent autant un marchand sur sa voiture pleine de marchandises, un criminel qui tentait d'échapper à la justice, un colon banni, chassé par les politiques des terres sur lesquelles il s'était installé après avoir fait confiance à d'autres seigneurs. Ils furent plusieurs encore à relever la tête, tel ce vagabond, ce déserteur, et ce pèlerin avec son bâton. Ils relevèrent la tête, surpris, effrayés, s'interrogeant perplexes sur ce qu'ils avaient vu. Des histoires commencèrent à circuler dans Ebbing et Gézo. On commença à parler de traques sauvages, de 3 cavaliers fantômes. On tissait et racontait ces histoires le soir, dans des maisons qui sentaient le saindoux fondu et l'oignon frit, dans des foyers, des auberges enfumées, des gargotes, des tavernes, des goudronneries, des hameaux forestiers et des postes frontaliers. On imaginait, on tissait, on racontait, on parlait de la guerre, d'héroïsme et de chevalerie, d'amitié et de droiture, de lâcheté et de trahison, de l'amour fidèle et véritable qui finissait toujours par triompher, des crimes et du châtiment qui attendaient toujours le criminel, de la justice toujours équitable, de la vérité qui, comme l'olive, finissait toujours par remonter à la surface. On prenait plaisir à raconter ces contes, on se réjouissait de la fiction fabuleuse, car dans la vie, on le savait bien, les choses en allaient autrement. La légende grandissait, le public buvait littéralement les paroles pleines d'emphase du conteur qui parlait du sorceleur et de la magicienne, de la tour de l'hirondelle, de Ciri, la sorceleuse à la cicatrice sur le visage, de Kelpie, sa jument morelle enchantée, de la dame du lac. Ça, c'est venu plus tard, de nombreuses années plus tard. Mais d'ores et déjà, telles les semences qui gonflent après une pluie chaude, la légende gonflait et se répandait dans la contrée. Le mois de mai survint sans qu'ils s'en aperçoivent. La nuit, pour commencer, illuminée soudain par les feux de Beltane, étincelant au loin. Lorsque Ciri, étrangement excitée, sauta sur Kelpie et fonça au galop jusqu'au feu de camp, Geralt et Yennefer profitèrent de l'occasion d'un moment de solitude. Sans même prendre le temps de se déshabiller, d'autant que le strict minimum, ils s'aimèrent sur une peau jetée à même le sol. Ils s'aimèrent avec hâte et passion, en silence, sans prononcer un seul mot. Ils s'aimèrent rapidement et n'importe comment, ils s'aimèrent tant et plus. Et lorsque vint l'apaisement, tandis qu'ils s'embrassaient et séchaient leurs larmes, tout tremblant encore, tous deux furent étonnés de constater combien cet amour à la sauvette leur avait procuré du bonheur. Geralt, je t'écoute, Yen. Quand nous n'étions pas ensemble, as-tu connu d'autres femmes ? Non. Pas une seule fois ? Pas une seule fois. Permets-moi d'en douter, Geralt. Je me souviens de certains chapitres où tu passais tes journées à faire autre chose que de te battre contre des monstres. Ta voix n'a même pas tremblé. Alors pourquoi je ne te crois pas ? Je n'ai pensé qu'à toi, Yen. Maintenant je te crois. Je devrais pas. Le mois de mai survint sans qu'ils s'en aperçoivent. Le jour également, les laitrons éclaboussèrent et inondèrent de jaune les prairies. Les arbres dans les jardins étaient redevenus duveteux, leurs branches alourdies par les fleurs. Les chenets,
trop majestueuse quant à elle pour se précipiter, demeurait sombre et nue, mais déjà se parait d'une brune printanière, et les bouleaux apportaient leur touche verdoyante aux lisières. Une nuit, alors qu'il bivouaquait dans une vallée couverte de saules, le sorceleur fut tiré de son sommeil par un rêve, un cauchemar, dans lequel il se retrouvait paralysé et sans défense. Une immense chouette grise lui lacérait le visage de ses griffes, cherchait à lui crever les yeux de son bec tordu et acéré. Lorsqu'il se réveilla, il se demanda s'il n'était pas passé d'un cauchemar à un autre. Au-dessus de leur campement tournoyait une lumière sur laquelle s'ébourraient des chevaux. On distinguait dans cette lumière l'intérieur d'une pièce, une salle de château soutenue par une colonnade noire. Geralt voyait une immense table autour de laquelle étaient assises 10 silhouettes, 10 femmes. Il entendait des paroles, des bribes de mots. « L'amenez chez nous, Yennefer, nous te l'ordonnons. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, et elle non plus, vous n'avez pas un tel pouvoir sur elle. Je n'ai pas peur d'elles, maman, elles ne peuvent rien me faire, si elles le veulent, je comparaîtrai devant elles. Se rassemble le 1er juin, à la nouvelle lune. Nous vous ordonnons à toutes les deux de comparaître. Sachez que toute désobéissance sera punie. Je vais venir tout de suite, Philippa, mais qu'elle reste encore un peu avec lui, qu'il ne reste pas seul, quelques jours seulement. Moi, je viendrai immédiatement, comme otage volontaire. Exauce mon souhait, Philippa, s'il te plaît. » La lumière se mit à palpiter, les chevaux renâclèrent sauvagement, firent claquer leurs sabots. Le sorceleur se réveilla, pour de bon, cette fois. La confédération des magiciennes, vous n'allez pas commencer à remettre... Oh bah non, ça commence seulement à devenir bien, vous allez quand même pas commencer à remettre des soucis là, les magiciennes. On a dit, ça suffit. Un petit peu d'eau. Le lendemain, Yennefer eut une longue conversation avec Ciri, en aparté, confirmant les craintes du sorceleur. « Je pars, annonça-t-elle sèchement et sans embaguer. Il le faut. Ciri reste avec toi, encore quelque temps. Ensuite je la ferai venir, tu resteras seul, puis nous nous retrouverons tous ensemble. » Il hocha la tête, à contre-cœur. Il en avait assez de toujours tout accepter sans rien dire. Quoi qu'elle lui apprenne, quoi qu'elle décide, mais il acquiesça, car il l'aimait, quoi qu'il arrive. « C'est un impératif auquel je ne peux me soustraire, ajouta-t-elle plus gentiment. Je ne peux pas non plus le remettre à plus tard. Il faut tout bonnement régler cette affaire. Du reste, c'est également dans ton intérêt, pour ton bien, mais surtout pour le bien de Ciri. » Il hocha la tête. « Lorsque nous nous retrouverons enfin, poursuivit-elle d'une voix plus tendre encore, je saurai te récompenser pour tout ce que tu as fait, Geralt, et pour ton silence aussi. Il y eut entre nous trop de silence, trop de mutisme, mais maintenant, plutôt que de dodeliner de la tête, prends-moi dans tes bras et embrasse-moi. » Il obéit, car il l'aimait, quoi qu'il arrive. « Où va-t-on, maintenant » demanda sèchement Ciri, peu après que Yennefer eut disparu dans l'éclat de lumière du portail ovale. Geralt s'éclaircit la voix et tenta de dominer la douleur qui lui étreignait la poitrine et l'empêchait de respirer normalement. La rivière que nous remontons s'appelle la rivière sans retour. Elle mène à une contrée que je veux absolument que tu vois, car c'est un pays de contes de fées. Ciri se rembrunit. Il la vit serrer les poings. Tous les contes de fées se terminent mal, dit-elle d'une voix hachée, et les pays de contes de fées n'existent pas. Si, ils existent. Tu verras. On était au lendemain de la pleine lune lorsqu'ils aperçurent Toussaint, baignant dans la verdure et le soleil. Ses collines, ses flancs, ses vignobles, le toit des tourelles du Castelet qui scintillait après la bruine matinale. Ils ne furent pas déçus par le paysage, la vue qui s'offrait à eux les subjugua. Elle produisait toujours cet effet-là. « Que c'est beau !» reconnut Ciri éblouie. « Oh là là, ces Castelets, on dirait des jouets, des décorations en sucre sur un gâteau, on aurait presque envie d'y goûter. » « C'est là l'œuvre de l'architecte Pharamond en personne, informa Geralt,
étalant son savoir. Attends de voir de près le palais et les jardins de Beauclerc. Le palais? Nous allons au palais? Tu connais le roi? La princesse. Cette princesse n'aurait-elle pas les yeux verts? Demanda-t-elle d'un ton amer en l'observant attentivement par-dessous sa frange, et des cheveux noirs coupés courts. Non, l'arrêta-t-il en détournant le regard. Elle est tout à fait différente. Je ne sais pas où tu as pris cette idée. Laissons cela, veux-tu, Geralt? Qu'en est-il donc de cette princesse? Comme je l'ai dit, je la connais, un peu, pas très bien, et pas intimement, si tu veux tout savoir. En revanche, je connais très bien le prince consort, ou du moins celui qui aspire à le devenir. Tu le connais aussi, Ciri. La jeune fille épéronna son cheval, le forçant à caracoler sur le chemin. Ne me fais pas languir plus longtemps. Il s'agit de Jasquier. Jasquier? Avec la princesse de ce pays? Par quel miracle? C'est une longue histoire. Nous l'avons laissé ici, auprès de sa bien-aimée. Nous lui avons promis de revenir le voir en rentrant quand... Il se tut et se rembrunit. Tu n'y peux rien, dit Ciri tout bas. Ne te tourmente pas, Geralt, ce n'est pas ta faute. Si, c'est ma faute, se dit-il, ma faute. Jasquier va poser des questions, et je vais devoir lui répondre. Milva, Caïr, Régis, Angoulême. L'épée est une arme à double tranchant. Oh, par les dieux, ça suffit assez de tout ça. Qu'on en finisse. Allons-y, Ciri. Au palais? S'exclama-t-elle en tout sautant. Habillée comme ça? Je n'y vois rien de mal, répondit-il aussitôt. On n'y va pas pour présenter des lettres de créance, ni pour aller à un bal. On peut aussi bien rencontrer Jasquier à l'écurie. Du reste, ajouta-t-il en voyant bien qu'elle faisait la grimace, je vais d'abord passer en ville à la banque. Je vais retirer un peu d'espèces sur la place du marché, à la halle aux draps. Il y a un tas de tailleurs et de modistes. Tu pourras t'acheter ce que tu voudras et t'habiller selon ton goût. Tu as donc tant d'argent que ça? Demanda-t-elle en prenant un air mutin. Tu pourras t'acheter ce que tu voudras, répéta-t-il, même de l'hermine et des souliers en peau de basilic. Je connais un bottier qui devrait encore en avoir en stock. Comment as-tu gagné autant d'argent? En tuant? Allons-y, Ciri, ne perdons pas de temps. À la filiale de la banque des Cianfanelli, Geralt ordonna un prélèvement à l'ouverture de lettres de crédit. Il encaissa un chèque bancaire et retira un peu d'espèces. Il écrivit des lettres qu'il confia au coursier express qui partait vers la Yaruga. Il refusa poliment l'invitation à déjeuner auquel voulait le convier l'affable et serviable banquier. Ciri l'attendait dehors, elle surveillait les chevaux. La rue, vide encore un instant auparavant, fourmillait de monde à présent. Il doit y avoir une fête quelconque, déclara Ciri, en désignant d'un mouvement de tête la foule qui se pressait en direction de la place du marché. Une foire, peut-être. Geralt jeta un coup d'œil rapide à la foule. Non, ce n'est pas une foire. Ah, fit-elle en se levant sur ses étriers, serait-ce encore une exécution, confirma-t-il, le divertissement le plus populaire de l'après-guerre. À quoi avons-nous eu droit déjà, Ciri? Désertion, trahison, lâcheté face à l'ennemi, énuméra-t-elle rapidement, et question économique. Livraison à l'armée de biscottes moisies, ajouta le sorceleur en hochant la tête. Le sort des négociants entreprenants est difficile en temps de guerre. Ici, ce n'est pas un marchand qui va être exécuté. Ciri tira sur les rênes de Kelpie, entraîné déjà par la foule qui ondoyait comme un champ de blé balayé par le vent. Regarde un peu, l'échafaudage est couvert de draps et le bourreau a une cagoule toute neuve, toute propre. Ils vont liquider quelqu'un d'important, un baron pour le moins. Il s'agit donc sans doute de lâcheté face à l'ennemi. Toussaint ne possédait aucune armée qui aurait fait face à un quelconque ennemi. Non, Ciri, je crois qu'il s'agit encore d'économie. Ils vont exécuter quelqu'un pour avoir vendu en fraude leur célèbre vin, la base de l'économie locale. Allons-y, Ciri, nous n'allons pas regarder ça. Allons-y, mais comment? Effectivement, il était impossible de continuer à avancer. À peine avaient-ils eu le temps de regarder autour d'eux qu'ils étaient déjà coincés au milieu de la foule, rassemblés sur la place, enlisés dans la cohue. Pas question de traverser pour se retrouver de l'autre côté de la place du marché. Et Geralt pesta grossièrement et se retourna. Malheureusement, faire demi-tour était tout aussi impossible. La vague humaine qui déferlait sur la place bouchait complètement la ruelle derrière eux. Pendant un moment, ils furent portés par la foule, comme par une rivière. Mais le mouvement cessa lorsque la populace se heurta au mur compact de hallebardiers qui encerclaient l'échafaud. « Ils arrivent !» s'écria quelqu'un. Et la foule bruissa, ondula, reprenant ce cri à l'unisson. « Ils arrivent !»
Les bourdonnements de l'assistance avaient couvert le claquement des sabots et le grondement de la voiture. Ils furent donc totalement surpris de voir surgir de la ruelle le chariot à ridelles attelé à 2 chevaux sur lesquels, maintenant, son équilibre à grand-peine se tenait. « Jasquier !» gémit Ciri. Soudain, Geralt se sentit mal. Très mal. « C'est Jasquier !» répéta Ciri d'une voix altérée. « Oui, c'est bien lui. » « C'est injuste, se dit le sorceleur. C'est une immense et satanée injustice, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se passer ainsi. Il était stupide et naïf, je le sais, d'imaginer qu'un jour je pourrais influer d'une manière ou d'une autre sur le sort de ce monde, que j'aurais un rôle important à jouer pour lequel on me serait redevable. J'ai compris combien c'était naïf et arrogant même. Nul besoin de m'en convaincre, nul besoin de le démontrer, surtout de cette manière. C'est injuste. Ça ne peut pas être Jasquier, dit-il d'une voix sourde en regardant les crinières d'Ablette. C'est Jasquier, répéta Ciri. Geralt, nous devons faire quelque chose. Quoi demanda-t-il avec amertume. Dis-moi quoi. Les Lancnais tirèrent Jasquier du chariot, le traitant avec une gentillesse surprenante, sans brutalité, faisant même preuve de la plus grande révérence envers lui. Devant les marches qui menaient à l'échafaud, ils lui délièrent les mains. Le poète se gratta nonchalamment le derrière et entreprit de lui-même de gravir les marches. L'une d'elles craqua soudain, et la rampe constituée d'un bout de bois écorcé ploya. Jasquier parvint difficilement à garder l'équilibre. « Par la peste !» cria-t-il. « Il faut réparer ça. Vous verrez que quelqu'un finira par se tuer sur ces marches, et ce sera un grand malheur. » Jasquier fut accueilli sur l'échafaud par les 2 assistants du bourreau qui portaient un gilet en cuir sans manches. Le bourreau lui-même, aussi large d'épaules qu'un donjon, regardait le condamné à travers les fentes de sa cagoule. À côté de lui se tenait un individu richement vêtu de noir. Sa tenue était aussi funèbre que sa mine. D'une voix forte et lugubre, il se mit à lire un parchemin qu'il venait de dérouler. « Honorables messieurs et citoyens de Beauclair et des environs, apprenez que le dénommé Julian Alfred Pancratz, vicomte de l'Étenove, surnommé Jasquier... »« Pancratz quoi ?» demanda Ciri dans un murmure. Au vu de la sentence rendue par le tribunal suprême de la principauté, a été reconnu coupable de tous les crimes, fautes et délits qui lui ont été imputés, notamment de crimes de lèse-majesté et de haute trahison. Il a par ailleurs failli à la dignité de son rang en pratiquant le parjure, le pamphlet, la calomnie, la diffamation et en menant une vie indécente de ripaille et de débauche, c'est-à-dire en fréquentant des prostituées. Le tribunal a donc décidé de condamner le vicomte Julian, etc., etc., à 3 châtiments. Primo, par l'abattement de ses armoiries, son écu sera barré d'un trait noir oblique. Secundo, la confiscation de ses avoirs, propriétés, biens, bois, forêts, châteaux. Château ? Quel château ? gémit le sorceleur. Jasquier s'esclaffa avec imprudence. L'expression de son visage prouvait clairement que la confiscation prononcée par le tribunal l'amusait très franchement. Tertio, la mort. Sa gracieuse majesté régnante, Anna Henrietta, son Altesse royale la princesse de Toussaint et dame de Beauclair, a daigné adoucir la peine prévue pour les crimes énumérés, consistant à être traîné par des chevaux et écartelé sur la roue. Le condamné aura donc la tête tranchée à la hache. Que justice soit rendue. Quelques clameurs isolées montèrent dans la foule. Les femmes du premier rang firent mine de gémir et poussèrent des lamentations hypocrites. On prit les enfants dans les bras, où on les plaça sur les épaules afin qu'ils ne ratent rien du spectacle. Les assistants du bourreau firent rouler une souche au milieu de l'échafaud et y déposèrent une serviette. Il y eut un moment de confusion car quelqu'un avait subtilisé le panier en osier destiné à recevoir la tête coupée, mais on eut tôt fait d'en trouver un autre. Bah ça dis donc, Jasquier qui se fait décapiter, c'était pas forcément prévu ça. J'espère qu'ils vont trouver quelque chose pour le sauver parce que bon, déjà si Jasquier meurt c'est chiant, mais si en plus il se fait tuer décapité devant eux, c'est encore plus la merde quoi. En même temps, c'est pas si étonnant venant de Jasquier. Je te l'accorde. Je te l'accorde, Harry Cotrex, que depuis cet tome,
Jasquier a dû être condamné à mort ou avoir une personne qui veut le buter dans à peu près chaque contrée dans laquelle il est passé. C'est vrai. Néanmoins, c'est quand même con qu'au moment où il devient vicomte et qu'il commence à vivre un peu autrement, entre guillemets, qu'il se fasse buter. Bon, après, on n'a pas les raisons qui ont mené à sa fin. S'ils l'ont expliqué, mais on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, quoi. Sous l'échafaud, 4 gamins des rues déguenillés déployèrent un foulard pour récupérer du sang. Ce genre de souvenir était très demandé, on pouvait se faire pas mal d'argent avec ça. Ciri gardait les yeux baissés. « Geralt, nous devons faire quelque chose. » Il ne répondit pas. « Je veux m'adresser au peuple, » annonça fièrement Jasquier. « Soyez bref, vicomte. » Le poète se plaça au bord de l'échafaud, leva les bras. Un murmure parcourut la foule, puis le silence se fit. « Eh mes braves !» léla Jasquier. « Quoi de neuf? Comment allez-vous » Après de longues minutes de silence, un homme qui se trouvait dans les derniers rangs s'exprima. « Bah, on fait aller. »« C'est bien, » dit le poète en opinant de la tête. « J'en suis très heureux. Bon, eh bien, nous pouvons commencer à présent. » Maître exécuteur, dit avec une emphase exagérée le croque-mort, « Fais ton devoir. » Le bourreau se rapprocha et, conformément à la tradition ancestrale, s'agenouilla devant le condamné, baissant sa tête encapuchonnée. « Pardonnez-moi, homme bon, dit-il d'une voix sépulcrale. Moi, s'étonna Jasquier, te pardonner jamais de la vie. Jamais de la vie, je ne te pardonnerai en quel honneur. Vous l'avez vu, ce plaisantin? Dans un instant, il va me couper la tête, et moi, je devrais lui pardonner. Tu te moques de moi ou quoi? Dans un moment pareil, en plus. Mais comment ça, monsieur, se vexa l'exécuteur de hautes œuvres? Enfin, c'est la loi, la coutume. Le condamné doit d'abord pardonner à son bourreau. Mon bon monsieur, pardonnez ma faute, absolvez mon péché. Non. Non? Non? Je ne l'exécuterai pas, déclara le bourreau d'un air sombre en se relevant. Qu'il m'absolve, ce fils de chien, sinon il n'en sortira rien de tout ça. Monsieur le vicomte, dit le croque-mort en saisissant Jasquier par le coude, ne rendez pas les choses plus difficiles, les gens se sont rassemblés, ils attendent. Pardonnez-lui, il vous le demande gentiment, allez, voyons. Non, un point c'est tout. Le croque-mort s'approcha du bourreau. Maître exécuteur, coupez-lui donc la tête sans son pardon, qu'en dites-vous? Je vous donnerai une compensation. Sans un mot, le bourreau tendit une main, grande comme une poêle. Le croque-mort poussa un soupir, prit sa bourse et y versa quelques pièces. L'exécuteur de hautes œuvres le regarda durant quelques instants, puis il serra le poing. À travers les fentes de son capuchon, ses yeux brillèrent avec malveillance. « C'est bon, » dit-il en rangeant l'argent et en se tournant vers le poète. « Agenouillez-vous donc, monsieur l'entêté. Posez donc votre tête sur le billot, monsieur le malicieux. Moi aussi, si je veux, je peux faire le malin. Je vais vous trancher en 2. En 3 même, si j'y arrive. »« Je t'absous, hurla Jasquier, je te pardonne. »« Merci. Puisqu'il a pardonné, dit le croque-mort d'un ton morne, rends-moi l'argent. » Le bourreau se retourna et leva sa hache. « Pouvez-vous, mon bon monsieur, dit-il d'une voix sourde et funeste, ne traînez pas près des instruments, vous savez bien, là où on tranche des têtes, vole des oreilles. » L'employé recula si précipitamment qu'il s'en fallut d'un cheveu qu'il tombe de l'échafaud. « Là, c'est bien, demanda Jasquier, qui s'était agenouillé et avait placé sa tête sur le billot. « Dites, maître. »« De quoi? Vous plaisantiez tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous allez me trancher la gorge en une seule fois, pas vrai? D'un seul coup, hein ?» Les yeux du bourreau lancèrent des éclairs. « Surprise !» grommela-t-il d'une voix sinistre. Soudain, la foule ondoya et s'écarta pour céder le passage à un cavalier qui avait surgi sur un cheval écumant. « Stop !» s'écria le cavalier en agitant un immense rouleau de parchemin portant la marque de sceau rouge. « Suspendez l'exécution! Ordre princier, faites place! Suspendez l'exécution! J'apporte la grâce au condamné! »« Encore ?» beugla le bourreau en baissant sa hache déjà levée. « Encore une grâce? Oh, ça devient lassant !»« La grâce! La grâce !» hurla la foule. Les femmes du premier rang se mirent à se lamenter plus fort encore. Nombre de personnes, des jeunes pour la plupart, sifflaient et hurlaient leur désapprobation.
Calmez-vous, honnêtes gens et citoyens de Toussaint, hurla le croque-mort en déroulant le parchemin. Ceci est la volonté de Sa Majesté Anna Orietta, dans son incommensurable bonté, pour célébrer la paix qui, d'après la nouvelle, a été conclue dans la ville de Sintra. Sa Majesté pardonne ses fautes au vicomte Julian Alfred Pancratz de Lettenov et lui accorde la grâce. Ma chère petite belette, dit Jasquier avec un large sourire, elle ordonne dans le même temps que le susnommé vicomte Julien Pancratz, etc., quitte sans délai la capitale et les frontières de la principauté de Toussaint et qu'il n'y remette jamais les pieds, Sa Majesté ne pouvant souffrir de le voir davantage. Vicomte, vous êtes libre. Et mes biens, hein, hurla Jasquier, hein, ma fortune, mes bois, mes forêts, mes châteaux, vous pouvez bien les garder, mais rendez-moi par la peste mon luth, mon cheval Pégase, mes 140 thalers et mes 80 à l'heure, mon menton en raton, ma bague. Ferme-la, s'écria Geralt sur son cheval, fendant la foule qui fulminait et s'écartait de mauvais gré. Ferme-la, descends et viens ici, crétin. Ciri, ferai-nous un passage. Jasquier, tu entends ce que je te dis? Geralt, c'est toi? Ne pose pas de questions et descends, par ici. Saute sur mon cheval. Ils fendirent la foule, traversèrent au galop une étroite ruelle. Ciri, devant Geralt et Jasquier à sa suite, sur Ablette. Pourquoi tant de hâte demanda le Bart dans le dos de Geralt. Personne ne nous pourchasse. Pour l'instant, ta princesse aime à changer d'avis et se plaît à annuler à brûle-pourpoint ce qu'elle vient juste d'établir. Reconnais-le, tu étais au courant pour cette grâce. Non, je l'ignorais, mormonna Jasquier, mais je l'avoue, j'y comptais. Petite belette est adorable et elle a bon cœur. Arrête avec ta petite belette, par la peste, tu viens juste de te dépêtrer d'un crime de lèse-majesté. Tu veux récidiver? Le troubadour se tut. Ciri força Kelpie à ralentir, puis elle les attendit. Lorsqu'ils furent à sa hauteur, elle regarda Jasquier et essuya ses larmes. « Et toi, dit-elle, toi, Pancrac... En route !» les pressa le sorceleur. « Quittons cette ville et passons les frontières de cette charmante principauté. Tant que nous le pouvons encore. » Alors qu'ils étaient presque arrivés à la frontière de Toussaint, à l'endroit où l'on voyait déjà la montagne Gorgogne, ils furent rattrapés par le coursier princier. Il tirait derrière lui Pégase, qui avait été scellé, et ramenait le luth, le manteau et la bague de Jasquier. Il ignora la question concernant les 140 thalers et les 80 à l'air. Il resta de marbre lorsque le barde lui demanda de transmettre ses baisers à la princesse. Ils partirent en amont de la rivière sans retour, qui n'était plus à présent qu'un ruisseau minuscule et vif. Ils passèrent Bellavenne, ils campèrent dans la vallée de la Nouilla, à un endroit que le sorceleur et le barde se rappelaient bien. Jasquier résista longtemps à l'envie de poser des questions, très longtemps. Mais il fallut finalement tout lui raconter, et l'accompagner dans le silence terrible et pesant, douloureux comme un abcès, qui s'était abattu à la fin du récit. À midi, le lendemain, ils étaient dans la région des Versants, près de Riedbrunn. La contrée tout entière respirait le calme, l'ordre et la tranquillité. Les gens y étaient confiants et serviables, on s'y sentait en sécurité. Partout, des potences ployaient sous le poids des nombreux pendus. Ils quittèrent la ville, se dirigeant vers Dolangras. « Jasquier !» Geralt venait seulement de remarquer ce qu'il aurait dû remarquer depuis longtemps. « Ta tubulure inestimable, tes siècles de poésie, le coursier ne les avait pas avec lui, ils sont restés à Toussaint. » « Oui, » acquiesça le barde d'un ton indifférent. « Ils sont restés dans la garde-robe de ma petite belette, sous un tas de robes, de culottes et de corsets, et ils peuvent y rester jusqu'à la fin des temps. » « Daignerais-tu nous expliquer ?»« Qu'y a-t-il à expliquer ? À Toussaint, j'ai eu le temps de relire attentivement ce que j'avais écrit. Et je vais tout recommencer, depuis le début. »« Je comprends, » dit Geralt en hochant la tête. « En somme, tu t'es révélé aussi piètre écrivain que piètre favori. Pour parler crûment, tu échoues dans tout ce que tu entreprends. » Et sympa Geralt comme pote, hein. Mais il te reste encore une chance de réécrire et d'améliorer un demi-siècle de poésie. Pour ce qui est de la princesse Anarietta, en revanche, c'est foutu. L'amant infidèle a été chassé comme un malpropre. Oui, inutile de faire cette tête, Jasquier. Il était écrit que tu ne serais pas prince consort de Toussaint. Ça reste à prouver. Ne compte pas sur moi. Je n'ai pas l'intention d'assister à ça. Personne ne te le demande. Je réaffirme néanmoins que ma petite belette a bon cœur et qu'elle est compréhensive.
C'est vrai, elle s'est un peu emportée lorsqu'elle m'a découvert en compagnie de la jeune baronne Nick, mais elle s'est très certainement calmée à présent. Elle a compris qu'un homme n'est pas fait pour la monogamie. Elle m'a pardonné et attend certainement... Tu es désespérément stupide, affirma Geralt. Ciri, d'un mouvement énergique de la tête, confirma qu'elle était du même avis. Je ne vais pas discuter avec vous, dit Jaskia en prenant la mouche. D'autant qu'il s'agit d'une affaire intime. Je vous l'affirme une dernière fois, ma petite belette me pardonnera. J'écrirai une ballade ou un sonnet approprié que je lui enverrai et elle... Pitié Jasquier. Ah, vraiment inutile de discuter avec vous. Allons, poursuivons notre route. File, Pégase, file. File, vola-t-il aux pattes blanches. Ils filèrent. On était en mai. À cause de toi, l'amant congédié, dit le sorceleur sur un ton de reproche, j'ai dû moi aussi fuir, tout ça comme un banni, ou un hors-la-loi. Je n'ai même pas eu le temps d'aller voir. Fringilla Vigo, tu ne l'aurais pas trouvée, elle est partie peu de temps après vous, en janvier. Elle a tout bonnement disparu. Ce n'est pas elle que je pensais. Geralt grogna en constatant que Ciri tendait l'oreille avec attention. Je voulais voir Reinhardt, lui présenter Ciri. Jasquier baissa brusquement la tête, plongeant son regard dans la crinière de Pégase. Vers la fin février, marmotta-t-il, Reinhardt de Boisfresne a trouvé la mort, dans le col de Cervantes, non loin de la tour de guet de Vedette, dans une échauffourée avec des brigands. Anarietta l'a honoré post-mortem de l'ordre « Ferme-la, Jasquier ». Jasquier la ferma, étonnamment docile. À midi, le lendemain, ils étaient dans la région... Ah pardon, excusez-moi. Le mois de mai battait son plein. Le jaune vif des laitrons avait disparu des prairies, relayé par le blanc duveteux et éphémère des aigrettes de pissenlit. La nature était verdoyante et il faisait très chaud. L'air, lorsqu'il n'était pas rafraîchi par un bref orage, était dense, chaud et poisseux comme de la soupe au gruau. Le 26 mai, ils traversèrent la Yaruga sur un pont tout neuf, tout blanc, qui sentait la résine. Les vestiges du vieux pont, des madriers noirs calcinés, couverts de suie, étaient visibles dans l'eau et sur le rivage. Ciri commençait à se montrer fébrile. Geralt savait, il connaissait ses intentions, il était au courant de ses plans, de son accord avec Yennefer. Il était préparé. Malgré tout, la pensée de se séparer d'elle lui vrillait douloureusement le cœur, comme si, là, tapis à l'intérieur de sa poitrine, derrière ses côtes, se trouvait un petit scorpion malfaisant qui serait soudain réveillé. À la croisée des routes, derrière le village de la Tordue et les ruines de l'auberge détruite par le feu, se trouvait, depuis une bonne centaine d'années, du reste un chêne branchu, pédonculé, chargé en ce printemps de minuscules touffes de fleurs. La population de toute la contrée, jusque dans la lointaine Spala, avait l'habitude d'utiliser ces branches les plus basses, immenses au demeurant, pour y suspendre diverses planchettes et tablettes, contenant toutes sortes d'informations. De ce fait, ce chêne qui servait de lien de communication entre les hommes était appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ciri, commence de ce côté, ordonna Geralt en descendant de cheval. Toi, Jasquier, regarde par là. Le vent qui soufflait faisait s'entrechoquer les planchettes suspendues aux branches. En cette période d'après-guerre, la plupart des annonces concernaient des personnes disparues et des familles séparées. Nombre d'entre elles étaient du genre « Reviens, je te pardonne tes fautes ». Il y avait aussi de nombreuses propositions de massages érotiques et de services de proximité dans les villes et villages avoisinants, des réclames et autres offres commerciales. On y trouvait des correspondances amoureuses, des lettres anonymes et des dénonciations signées d'une personne bienveillante. Les planchettes contenaient aussi parfois les points de vue philosophiques de leurs auteurs complètement crétins ou affreusement obscènes pour la majorité d'entre eux. « Ah !» s'écria Jasquier, « on recherche d'urgence un sorceleur au château de Ratsburg. Il est écrit que le salaire est élevé et que le logis luxueux et le couvert riche et varié sont assurés. Tu veux en profiter, Geralt ?»« Pas le moindre du monde.
C'est Ciri qui trouva l'information qu'il recherchait, et c'est à ce moment-là qu'elle dit au sorceleur ce qu'il appréhendait d'entendre depuis longtemps. « Je pars pour Wengerberg, Geralt, répéta-t-elle. Ne fais pas cette tête, tu sais bien qu'il le faut. Yennefer m'a appelé. Elle m'attend là-bas. Je sais. Toi, tu vas à Rivy, à ce rendez-vous dont tu fais toujours un mystère. Une surprise, l'interrompit-il. Une surprise, pas un mystère. Une surprise, d'accord. Moi, de mon côté, je règle ce qu'il y a à régler à Wengerberg. Je repars avec Yennefer et nous serons toutes les deux à Rivy dans 6 jours. Je t'ai demandé de ne pas faire cette tête après tout. Nous ne nous quittons pas pour des siècles, pour l'instant. Ce ne sont que 6 jours. Au revoir. Au revoir, Ciri. À Rivy dans 6 jours, répéta-t-elle encore une fois, en faisant faire demi-tour à Kelpie. Puis elle partit aussitôt au galop. Elle disparut très vite et Geralt sentit son estomac se nouer, comme étreint par les griffes de quelque étrange créature. 6 jours, répéta Jasquier pour lui-même. D'ici à Wengerberg et de Wengerberg à Rivy, ça fait au total pas moins de 250 000. C'est impossible, Geralt, certes, avec sa jument diabolique qui peut galoper la vitesse d'un courrier, soit 3 fois plus vite que nous, elle pourrait théoriquement, j'ai bien théoriquement, parcourir cette distance en 6 jours, mais même sa jument satanique doit se reposer, et cette mystérieuse affaire que Ciri doit régler prendra aussi un peu de temps, c'est évident. Par ailleurs, il est impossible... Pour Ciri, marmonna le sorceleur entre ses dents, rien n'est impossible. Est-ce que... Elle n'est plus la fille que tu as jadis connue, l'interrompit brutalement Geralt. Plus du tout. Jasquier resta longtemps silencieux. J'ai un étrange pressentiment. Tais-toi, tais-toi, ne dis rien. Je te le demande instamment. Le mois de mai s'achevait. La lune rapetissait, elle était très étroite déjà. Bientôt, ce serait la nouvelle lune. Ils se dirigeaient vers les montagnes qui se profilaient à l'horizon. Le spectacle qui s'offrait à leurs yeux avait toutes les caractéristiques d'un paysage d'après-guerre. Ça et là pointaient des tertres et des tombes au milieu des champs, des crânes et des squelettes parsemaient de blanc l'herbe printanière sauvage. Des pendus ornaient les arbres longeant les routes. Sur les bords des chemins, des miséreux, affamés, attendaient la mort. En lisière de forêt, des loups aux aguets attendaient que les miséreux succombent. Aux endroits ravagés par les incendies, on voyait de grandes étendues noires, où l'herbe ne poussait plus. Les visages et les bourgs, dont il ne restait que des cheminées noires de suie, se reconstruisaient. On entendait résonner le martèlement des marteaux et le ronronnement des scies. Non loin des ruines, des femmes trouées, la terre brûlée avec des binettes. Certaines tiraient en trébuchant les herses et les charrues, les poitrinières en chanvre écorchaient leurs épaules décharnées. Dans les sillons ainsi tracés, des enfants chassaient les lombrics et les vers blancs. J'ai la vague impression, dit Jasquier, que quelque chose ici ne tourne pas rond. Il manque quelque chose. N'as-tu pas cette impression, Geralt? Hein? Il y a quelque chose d'anormal ici. Tout ici est anormal, Jasquier, tout. Alors qu'ils bivouaquaient par une nuit chaude, noire et calme, éclairée par de lointaines lueurs clignotantes, Geralt et Jasquier virent l'horizon se couvrir, à l'ouest, des lumières rougeoyantes d'un incendie. Ce ne devait pas être bien loin, le vent qui venait de se lever ramenait vers eux l'odeur de la fumée, ainsi que des sons éparses. Bon gré, mal gré, leur parvinrent des cris de gens qu'on assassine, le hurlement d'une femme, le beuglement insolent et triomphal d'une bande. Jasquier ne disait rien, mais il jetait constamment des regards remplis d'effroi au sorceleur. Geralt, cependant, ne bougea pas même un cil, ne tourna pas même la tête, son visage était de marbre. À l'aube, ils reprirent la route, sans regarder la colonne de fumée qui s'élevait au-dessus de la forêt. Plus tard, dans la journée, ils tombèrent sur un groupe de colons. Ils marchaient lentement, en longue file. Ils portaient de minuscules baluchons. Ils marchaient dans un silence absolu. Des hommes, des adolescents, des femmes, des enfants. Ils marchaient sans un murmure, sans un pleur, sans une plainte, sans un cri de désespoir, sans lamentation. Le désespoir se lisait dans leurs yeux. Des yeux vides d'hommes opprimés, dépouillés, battus, chassés. Jasquier interpella l'officier qui surveillait le défilé, sans s'émouvoir de l'hostilité qu'il avait perçue dans ce regard. « Qui sont ces gens »
que vous pressez ainsi. Ce sont des Nilfgaardiens, grogna du haut de sa selle un sous-lieutenant, un gamin au teint vermeil qui ne devait pas compter plus de 18 printemps. Des colons Nilfgaardiens. Ils sont radinés sur nos terres comme des cafards, alors on les balaie comme des cafards. C'est ce qui a été décidé à Cintra, et c'est ce qui est écrit dans le traité de paix. Il se pencha, cracha un glavio. Pour ma part, reprit-il en regardant Jasquier et le sorceleur avec arrogance, s'il ne dépendait que de moi, je ne le laisserais pas partir d'ici vivant. C'est vaurien. Et moi, intervint d'une voix traînante un sous-officier à la moustache grise, en lançant à son chef un regard étonnamment insolent. S'il ne s'agissait que de moi, je les aurais laissés tranquilles dans leur ferme. Je ne chasserais pas du pays de bons agriculteurs. Je me réjouirais de voir l'agriculture prospérer, qu'il y ait de quoi manger. Vous êtes bête comme vos pieds, Watchmeister, gronda le sous-lieutenant. C'est Nilfgaard, ce n'est pas notre langue, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre sang. Peut-être bien qu'on se réjouirait pour l'agriculture, mais pendant ce temps, on élèverait un serpent dans notre cœur, des traîtres, prêts à vous frapper dans le dos. Vous pensez peut-être qu'entre les Noirs et nous, c'est la paix pour les siècles des siècles désormais? Non, 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 non. Qu'ils retournent d'où ils sont venus. Hé, soldats, il y en a un qui a un petit chariot. Reprenez-le lui. Allez. L'ordre fut exécuté, on ne peut plus empressément. On non seulement à coups de bâton et à coups de poing, mais aussi à coups de pied. Jasquier se racla la gorge. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose n'est pas à votre goût, peut-être? Le morveux de sous-lieutenant toisait le poète du regard. Seriez-vous Nilfgaardophile, par hasard? Les dieux m'en gardent, répondit Jasquier en déglutissant. Parmi les femmes et les jeunes filles qu'il croisait, marchant comme des automates, le regard vide, beaucoup avaient leurs vêtements arrachés, le visage gonflé et tuméfié, les cuisses et les mollets souillés de filets de sang. Nombre d'entre elles devaient être soutenues pour pouvoir avancer. Jasquier observa le visage de Geralt et commença à prendre peur. « Il est temps pour nous de reprendre la route, bredouilla-t-il. Adieu, messieurs les soldats. »« Adieu, messieurs les voyageurs, répondit en les saluant le Watchmeister. Le sous-lieutenant ne daigna même pas tourner la tête, absorbé à bien vérifier qu'aucun colon ne transportait davantage de bagages que ne l'y autorisait la paix de Cintra. La colonne de colons poursuivait sa route. Ils entendirent des femmes pousser des cris de désespoir et de douleur. « Geralt, gémit Jasquier, ne fais rien, je t'en supplie, ne t'en mêle pas. » Le sorceleur se tourna vers lui. Il avait une expression que Jasquier ne lui avait encore jamais vue. « M'en mêler ?» répéta-t-il, intervenir, sauver quelqu'un, risquer ma vie pour de nobles principes ou pour des idées. Oh non, Jasquier, c'est fini tout ça. La nuit était agitée, illuminée par des éclairs lointains. Le sorceleur fut de nouveau réveillé par un mauvais rêve. Comme la fois précédente, il se demanda s'il n'était pas passé directement d'un cauchemar à un autre, et comme la fois précédente, une clarté palpitante s'éleva au-dessus des cendres du feu de camp, effarouchant les chevaux. Dans la clarté apparut une forteresse, des colonnades noires, une table et siégeant autour de cette table, des femmes. Deux autres femmes, l'une en noir et en blanc, l'autre en noir et en gris, se tenaient debout. Yennefer et Ciri. Le sorceleur gémit dans son sommeil. Yennefer avait eu raison de lui déconseiller, sur un ton plutôt catégorique, de mettre des habits masculins. Vêtue comme un garçon, Ciri se serait sentie stupide à présent, dans cette salle au milieu de toutes ces femmes élégantes aux bijoux étincelants. Elle était heureuse de s'être laissée habiller de noir et de gris, elle était flattée de sentir les regards approbateurs sur ses manches bouffantes et sa haute taille, et sur son ruban de velours paré d'une petite broche de diamant, forme de rose. « Approchez, je vous prie. » Ciri frissonna, pas uniquement à cause de l'intonation de la voix. Elle constatait maintenant que Yennefer avait eu raison également, en lui déconseillant de mettre un décolleté. Ciri pourtant n'en avait fait qu'à sa tête, et elle avait l'impression en cet instant qu'un courant d'air la traversa de part en part, laissant la chair de poule s'installer confortablement sur son corps, y compris son derrière. « Venez plus près encore, » répéta la femme aux cheveux et aux yeux sombres. Ciri se souvenait l'avoir vue sur l'île de Thanedd, et spontanément, bien qu'Yennefer lui ait expliqué et décrit qui les accueillerait à Montecalvo, bien qu'elle ait appris le nom de toutes ces femmes,
Ciri se mit à l'appeler, à part soi, Dame Chouette. « Bienvenue à la loge de Montecalvo, mademoiselle Ciri, dit Dame Chouette. Ciri s'inclina comme lui avait enseigné Yennefer, poliment mais en conservant une certaine rigidité. Il n'était pas question de faire la révérence comme une jeune fille, ni de baisser les yeux de manière humble et soumise. Au sourire sincère et avenant de Triss Mérigold, elle répondit de la même façon, en réponse au regard amical de Margarita Loanti. Elle s'inclina un peu plus profondément. Elle soutint les regards des 7 autres magiciennes, même s'ils lui faisaient l'effet de pointes acérées plantées dans sa chair. « Assieds-toi, je te prie, fit Dame Chouette, en lui désignant un siège d'un geste princier. Non, pas toi, Yennefer, elle seulement. Toi, Yennefer, tu n'as pas été invité, mais convoqué en tant que coupable pour être jugé et puni. Tant que la loge n'aura pas décidé de ton sort, tu resteras debout. » Dès cet instant, c'en était fini du protocole pour Ciri. « Dans ce cas, je resterai debout moi aussi, déclara-t-elle d'une voix forte. Moi non plus, je ne me considère pas ici comme une invitée. J'ai été convoquée moi aussi pour qu'on le modifie mon sort, et d'un, et de deux, le sort de Yennefer est aussi le mien. Ce qui est valable pour elle l'est aussi pour moi. Il ne peut en être autrement, sauf votre respect. » Margarita Loanti sourit, en le regardant dans les yeux. Modeste, élégante, le nez légèrement crochu. Assir Varanide, qui ne pouvait être que nilfgaardienne, hocha la tête en tapotant légèrement la table avec ses doigts. Philippa intervint une femme parée d'un boa en renard argenté autour de son cou. Il me semble que nous ne sommes pas obligés d'être aussi à cheval sur les principes. Du moins, pas aujourd'hui, pas en cet instant. C'est la table ronde de la loge. Nous y siégeons en égal, même si l'on doit nous juger. J'estime que nous pouvons toutes nous accorder pour que... Elle n'acheva pas sa phrase, balaya du regard les autres magiciennes qui, les unes après les autres, manifestèrent leur consentement d'un hochement de tête. Margarita, Assir, Triss, Sabrina Glefsik, Kerametz et les 2 magnifiques elfes. Seule Fringilla Vigo, la seconde nilfgaardienne aux cheveux d'ébène et au teint très pâle, demeurait immobile et ne quittait pas Yennefer des yeux. Vous sentez l'odeur de caca qui se rapproche là alors qu'on s'en était éloigné depuis tout à l'heure? Qu'il en soit ainsi, déclara Philippa Eilhart en agitant sa main couverte de bagues. Asseyez-vous donc toutes les deux. Même si je ne suis pas d'accord, l'unité de la loge prime. L'intérêt de la loge avant tout. MDR. Et par-dessus tout, la loge est tout, le reste n'est rien. J'espère que tu comprends cela, Ciri. Parfaitement bien, d'autant plus que ce rien dont vous parlez, c'est moi, répliqua-t-elle sans même penser à baisser le regard. Francesca Findabair, l'une des magnifiques elfes, émit un rire perlé et retentissant. « Félicitations, Yennefer, dit-elle de sa voix mélodieuse et hypnotisante. Je reconnais là ta marque, je reconnais le poinçon de cet or, j'en reconnais l'école. » Celle-ci n'est pas difficile à reconnaître, et Yennefer promena son regard en flamme autour d'elle, puisqu'il s'agit de l'école de Tissaia de Vris. Tissaia de Vris n'est plus, dit tranquillement Dame Chouette. Elle ne se trouve pas autour de cette table. Tissaia de Vris est morte, et sa perte a été pleurée comme il se doit. Ce fut à la fois une césure et un tournant décisif, car une nouvelle époque a commencé, une nouvelle ère est arrivée, de grands changements se préparent, et sache, Ciri, toi qui fus jadis Cyrilla de Cintra, que le sort t'a réservé un rôle important dans ces changements. Tu sais déjà très certainement lesquels. Ciri 1, loge 0. C'est exactement ça. On sent quand même que les magiciennes vont essayer de reprendre le dessus sur Ciri, d'imposer leur vision et continuer à manigancer comme elles ont fait depuis le début, mais que Ciri, elle est juste là pour les enchaîner, enfin, pour son intérêt, pour défendre Yennefer, mais qu'elle va les enchaîner aussi tout le long. En effet, aboya Ciri sans prêter attention au geste d'apaisement que lui adressait Yennefer. Vilgefortz me l'a expliqué, tout en se préparant à me fourrer une seringue en verre entre les jambes. Si c'est à cela que doit ressembler ma destinée, eh bien, merci beaucoup. Les yeux sombres de Philippa brillèrent d'une froide colère, mais c'est Sheila de Tancarville qui prit la parole.
Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, mon enfant, dit-elle en serrant son boa autour de son cou. D'après ce que je peux voir et entendre, tu devras aussi perdre de nombreuses habitudes, seul ou avec l'aide de quelqu'un. Ces derniers temps, c'est notable, tu as appris beaucoup de choses malsaines. Indubitablement, tu as également fait l'expérience du mal. Pour le moment, dans ton emportement puéril, elle s'est fait violer plusieurs fois, on va se calmer quand même. Tu refuses de constater le bien. Tu nies le bien et les bonnes intentions. Tu hérisses tes épines comme un hérisson, incapable de reconnaître ceux qui se préoccupent réellement de ton bien. Tu grognes et tu sors tes griffes comme un petit chat sauvage. Aussi, ne nous laisses-tu pas le choix. Nous allons devoir te saisir au collet. Et nous allons le faire, mon enfant, sans hésiter une seule seconde. Car nous sommes plus âgés que toi, plus intelligentes. Nous savons tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe. Et nous en savons beaucoup sur ce qui se passera demain. Nous allons te saisir au collet, petit chaton, afin qu'un jour, très bientôt, lorsque tu seras devenue une femme expérimentée et intelligente, tu prennes place ici, à cette table, parmi nous, pour être l'une de nous, non. Pas un mot ne t'indique pas d'ouvrir la bouche pendant que parle Sheila de Tancarville. Aiguë et tranchante comme le fer irritant d'un couteau, la voix de la magicienne covirienne résonnait dans la grande salle, comme suspendue au-dessus de la table. Ciri ne fut pas la seule à se crisper, même les autres magiciennes de la loge frémirent légèrement et rentrèrent la tête dans les épaules, à l'exception peut-être de Philippa, Francesca et Assir, et de Yennefer, bien sûr. Tu as eu raison de dire qu'on t'avait convoqué à Montecalvo pour t'informer de ton sort, reprit Sheila, qui caressait toujours son bois. En revanche, tu as eu tort de prétendre que tu n'es rien, car tu es tout. Tu es l'avenir du monde. En cet instant, bien entendu, tu l'ignores et tu ne peux le comprendre. Tu n'es encore qu'un chaton qui se hérisse et s'ébroue, un enfant qui, après les épreuves traumatisantes qu'elle a subies, voit en chacune des personnes qu'elle rencontre un autre émir, Varimris, ou un nouveau Vilgefort donnant un inséminateur à la main. Il serait totalement inutile, en l'état actuel des choses, de t'expliquer que tu te trompes, qu'il s'agit de ton bien et du bien du monde. Le temps de cette explication viendra. Un jour, pour l'instant, aussi monté sur tes grands chevaux, tu refuserais de toute façon d'écouter la voix de la raison. Tu feras preuve d'un entêtement puéril et pousserais des cris de colère à chaque argument. Nous allons donc tout simplement te prendre au collet. Maintenant, j'en ai terminé. Informe la jeune fille de son destin, Philippa. Ciri se tenait raide sur son fauteuil, caressant les têtes de sphinx qui en ornaient les accoudoirs. Dame Chouette rompit le profond silence qui s'y était installé. Tu nous accompagneras, Sheila et moi, à Kovir, à Pont-Vanis, la capitale estivale du royaume. Étant donné qu'il n'est plus question de Cyrilla de Cintra, tu seras présentée comme une apprentie magicienne, notre pupille. Tu seras reçue en audience par un roi très intelligent, Esterad Thyssen, issu d'une véritable lignée royale. Tu feras la connaissance de son épouse, la reine Zuleka, une personne d'une noblesse et d'une bonté peu ordinaire, et également de leur fils, le prince Tancred. Ciri, qui commençait à comprendre, ouvrit grand les yeux. Dame Chouette s'en aperçut. « Oui, confirma-t-elle, tu dois avant tout faire bonne impression sur le prince Tancred, car tu vas devenir sa maîtresse et tu porteras son fils. » On notera quand même, tu n'es pas capable de comprendre, tu es un petit chaton, tu es bête et nous on est intelligente, on est là pour ton bien. Tiens, va baiser et faire un enfant avec une personne que tu connais pas et que c'est nous qui décidons. Mais t'inquiète, c'est pour ton bien. C'est pas du tout parce que nous, on est des magiciennes avides de pouvoir depuis le début. Si tu étais toujours Cyrilla de Cintra, reprit au bout de longues minutes Philippa, si tu étais toujours la fille de Pavetta et la petite fille de Calanté, nous aurions fait de toi l'épouse légitime de Tancred. Tu serais devenue princesse, puis reine de Kovir et de Povis. Malheureusement, et je le dis avec un véritable regret, le sort t'a dépossédé de tout, y compris de ton avenir. Tu ne seras qu'une amante, une favorite. Sheila se mêla à la conversation. Du moins, seras-tu considérée comme telle officiellement, car dans la pratique, nous ferons en sorte qu'aux côtés de Tancred, tu aies le statut de princesse, puis de reine par la suite, c'est évident. Ta contribution sera indispensable. Tancred doit souhaiter que tu sois à ses côtés jour et nuit. Nous t'enseignerons comment susciter un tel désir, mais ce sera à toi de mettre la leçon en pratique. En somme, ce sont des détails, dit Dame Chouette. Le principal est que tu tombes enceinte de Tancred le plus vite possible. Mais bien sûr, marmotta Ciri. L'avenir et le rang de votre fils, le tien et celui de Tancred, seront assurés par la loge. Poursuivit Philippa, ses yeux sombres toujours rivés sur Ciri. Il faut que tu saches que nous avons en tête ici quelque chose de vraiment très grand. Du reste, tu y auras ta part, car dès la naissance de l'enfant, tu commenceras à assister à nos réunions, tu apprendras. Tu es l'une des nôtres, même si aujourd'hui cela peut te paraître inconcevable. Tu m'étonnes.
Sur l'île de Taned, observa Ciri en surmontant l'étau qui enserrait sa gorge. Vous m'avez traité de monstre, dame chouette, et aujourd'hui, vous dites que je suis l'une des vôtres? La voix d'Enid Anglae, la pâquerette des vallées, retentit soudain, mélodieuse comme le murmure d'un ruisseau. Ce n'est pas contradictoire, nous sommes toutes des monstres, mes lunettes, chacune à notre manière, n'est-ce pas, dame chouette? Philippa haussa les épaules. Nous masquerons cette vilaine cicatrice sur ton visage à l'aide d'une illusion, intervint de nouveau Sheila, en continuant à tripoter nonchalamment son bois. Tu seras belle et mystérieuse, et Tancred Thyssen, je te le garantis, deviendra tout simplement fou de toi. Il va falloir te trouver une identité. Cyrilla est un joli prénom, suffisamment répandu pour que tu ne sois pas obligé d'y renoncer. Mais il va falloir te trouver un nom. Je ne serais pas fâché si tu choisissais le mien. Ou le mien, proposa Dame Chouette en souriant du coin des lèvres. Cyrilla Ellart, ça sonne bien. De nouveau tintèrent dans la salle les clochettes argentées de la voix de la pâquerette des vallées. Ce prénom sonne bien dans toutes les combinaisons, et chacune de nous, tout autant que nous sommes, souhaiterait avoir une fille comme toi, Ziraël, hirondelle aux yeux de faucon, toi qui portes le sang de la Radorenne. Chacune de nous sacrifierait tout, même cette loge, même le sort des royaumes et du monde entier, pour seulement avoir une fille comme toi. Mais c'est impossible, nous le savons bien. C'est pourquoi nous jalousons tant Yennefer. Merci, dame Philippa, dit Ciri au bout d'un instant en s'agrippant aux accoudoirs en forme de tête de sphinx. Je suis également honoré de la proposition de dame Sheila, étant donné, cependant, que le choix de mon nom est dans cette affaire l'unique décision qui me soit imposée. Je déclare vouloir m'appeler Ciri de Wengerberg, fille de Yennefer. Ah! S'exclama une magicienne aux cheveux noirs. Il s'agissait, comme l'avait deviné Ciri, de Sabrina Glyphsig de Kedwen. Tancred Thyssen se révélerait un parfait idiot s'il ne célébrerait avec elle un mariage morgonatique, s'il se laisserait persuader d'épouser n'importe quelle princesse de pacotille plutôt que cette merveille. Oui, il faudrait vraiment qu'il soit idiot et totalement aveugle pour ne pas distinguer un tel diamant au milieu de vulgaires verroteries. Je te félicite, Sienna, et je t'envie. Or, tu sais combien ma jalousie est authentique. Yennefer la remercia d'un hochement de tête, sans ne serait-ce que l'ombre d'un sourire. Et donc, conclut Philippa, tout est réglé. Non, dit Ciri. Francisca Fandabert s'esclaffa dans son coin. Sheila de Tancarville releva la tête, son visage, dont l'expression s'était durcie, avait perdu de sa beauté. Je dois mûrir la chose, déclara Ciri, réfléchir, mettre de l'ordre dans tout ça, tranquillement. Lorsque ce sera fait, je reviendrai ici, à Montecalvo. Je me tiendrai devant vous, et je vous dirai ce que j'ai décidé. Sheila remua les lèvres, comme si elle venait de trouver dans sa bouche quelque chose qu'il convenait de recracher. Et elle ne dit rien. J'ai rendez-vous avec le sorceleur Geralt dans la ville de Rivie, poursuivit Ciri en redressant la tête. Je lui ai juré de le retrouver, en compagnie de Yennefer. Je tiendrai ma promesse, avec ou sans votre accord. Dame Rita, ici présente, sait que lorsque je suis décidé à voir Geralt, je trouve toujours un trou dans le mur. Margareta Loanti inclina la tête avec un sourire. Je dois discuter avec le sorceleur, lui faire mes adieux, et lui donner raison, car vous devez savoir une chose, mesdames. Lorsque nous avons quitté le château de Stig, ne laissant derrière nous que des cadavres, j'ai demandé à Geralt si c'était la fin, si nous avions gagné, si le mal était vaincu et si le bien avait triomphé. Mais lui s'est contenté de sourire, d'un sourire étrange et triste. Je pensais que c'était dû à la fatigue, au fait que nous avions enterré là-bas au château de Stig tous ses amis, mais je sais désormais ce que signifiait ce sourire. C'est un sourire de pitié envers une enfant naïve qui songeait qu'avoir tranché la gorge de Vilgefort et de Bonnart signifiait le triomphe du bien sur le mal. Je dois absolument lui dire que je suis devenu plus maligne, que j'ai compris. Je dois absolument le lui dire. Je dois également essayer de le convaincre qu'il y a une différence fondamentale entre ce que vous voulez faire de moi et ce que vous voulez me faire subir Vilgefort avec sa seringue en verre. Je dois essayer de lui expliquer qu'il y a une différence entre le château de Montecalvo et le château de Stig, quand bien même Vilgefort s'était uniquement préoccupé par le bien du monde, tout comme vous, mesdames. Je sais qu'il ne me sera pas facile de convaincre un vieux loup tel que Geralt. Il dirait que je suis une gamine qui se laisse aisément berner par les apparences de la noblesse, que cette fameuse destinée et le bien du monde ne sont que des fadaises stupides. Mais je dois essayer. C'est important qu'il le comprenne et qu'il l'accepte. C'est très important pour vous également, mesdames. Tu n'as rien compris du tout,
dit sèchement Sheila de Tancarville. Tu n'es encore qu'une gamine qui est passée de l'étape des coups de pied et des pleurnicheries puériles à une arrogance tout aussi puérile. La seule chose qui nous donne de l'espoir, c'est la vivacité de ton esprit. Tu apprendras vite, rapidement, très vite, crois-moi. Tu riras en te remémorant les sottises que tu viens de déblatérer. En ce qui concerne ton voyage à Rivy, soit que la loge en décide. Personnellement, je suis résolument contre pour des questions de principe, pour te prouver que moi, Sheila de Tancarville, je ne lance jamais de paroles en l'air, et que je suis capable de te rabattre ton caquet. Pour ton propre bien, il convient de t'apprendre la discipline. Tranchons donc cette question, déclara Philippa Eilhart en posant sa main sur la table. Et mesdames, je vous prie de nous donner votre avis. Devons-nous permettre que cette arrogante demoiselle aille à Rivy pour y rencontrer un sorceleur qui n'aura bientôt plus aucune place dans sa vie? Devons-nous accepter que grandisse en elle un sentimentalisme dont elle devra bientôt se libérer totalement? Sheila est contre. Candice, ces autres dames? Moi aussi je suis contre, déclara Sabrina Glivsing, pour des questions de principe également. La jeune fille me plaît, bah, son impertinence et son impétueuse effronterie aussi, cela va sans dire. Je préfère cela plutôt qu'avoir à faire une chiffre molle. Je n'aurais rien contre sa requête car je suis certaine qu'elle serait revenue. Les filles comme elle tiennent parole, mais la donzelle a osé nous menacer, qu'elle sache que nous faisons fi de telles menaces. Je suis contre, dit Karametz, pour des raisons pratiques. La jeune fille me plaît à moi aussi, et ce Geralt m'a porté dans ses bras. Athaned, il y a chez moi aucune once de sentimentalisme, mais c'était fort agréable. Accéder à la requête de Ciri serait un moyen de lui témoigner ma reconnaissance, mais je n'en ferai rien, car tu te trompes, Sabrina. Cette jeune fille est une sorceleuse, et elle tente de nous jouer un tour de sorceleuse, en un mot, de déguerpir. Est-ce que quelqu'un ici se permettrait de douter de la parole de ma fille demanda Yennefer d'une voix traînante et sinistre. Toi, Yennefer, tais-toi, siffla Philippa. N'ouvre pas la bouche si tu ne veux pas que je perde patience. Nous en sommes à 3 voix contre, écoutons les autres. Je vote pour qu'on lui permette de partir, dit Triss Merigold. Je la connais, je m'en porte garante. Je voudrais d'ailleurs, si tant est qu'elle accepte, l'accompagner dans son voyage, la soutenir, si elle accepte, dans ses réflexions et ses considérations, et aussi avec son accord lors de sa discussion avec Geralt. Je vote pour également, dit en souriant Margarita Loantille. Vous allez être étonné de ce que je veux dire, mais je le fais pour Tissaia de Vris. S'il avait été parmi nous aujourd'hui, Tissaia se serait opposé à l'idée que le maintien de l'unité de la loge justifie l'usage de la contrainte et la restriction de la liberté individuelle. Je vote pour, dit Francesca Findabert en arrangeant la dentelle de son décolleté. Les raisons sont nombreuses, il n'est pas utile que je vous les dévoile, et je ne le ferai pas. Moi aussi je vote pour, dit Ida M.Ep Sivney, tout aussi laconique, car c'est ce que me dicte mon cœur. Et moi je suis contre, fit savoir sèchement Assir Varanid. Je ne suis guidé par aucune empathie, antipathie ou question de principe. J'ai peur pour la vie de Ciri. Sous la protection de la loge, elle est en sécurité, tandis que sur les chemins qui mènent à Rivy, elle sera une proie facile. Or je crains qu'il s'en trouve pour considérer que la perte de son nom et de son identité soit un châtiment insuffisant. Il nous reste à connaître la position de Madame Fringilla Vigo, dit d'une voix fileuse Sabrina Glivsig. Quoique celle-ci paraisse évidente, je me permettrai en effet de rappeler à toutes ces dames l'épisode du château de Risrun. Merci de le rappeler, dit Fringilla Vigo, en redressant fièrement la tête. Je me prononcerai pour Ciri. Pour prouver le respect et la sympathie que j'ai pour cette jeune fille. Mais, plus que tout, je le fais pour Geralt de Rive. Un sorceleur sans qui cette jeune fille ne serait pas là aujourd'hui. Un sorceleur qui, pour sauver Ciri, est allé jusqu'au bout du monde, luttant contre tout ce qui se trouvait sur son chemin, y compris contre lui-même. Ce serait une indigne bassesse de lui refuser une rencontre avec elle. Quel sentimentalisme naïf, dit Sabrina d'un ton cynique. Ce même sentimentalisme que nous avons d'ailleurs l'intention de déraciner chez cette demoiselle. Bah, il a même été question de cœur. Les résultats est tels que les plateaux de la balance sont parfaitement équilibrés. Nous sommes au point mort, nous n'avons rien décidé. Il faut voter encore une fois. Je vous propose un vote secret. Pourquoi faire ? Toutes les têtes se tournèrent vers la magicienne qui venait de prendre la parole. Yennefer. Je suis toujours membre de cette loge, dit-elle. Personne ne m'a dépossédé de ma dignité de membre. Personne ne m'a remplacé. Officiellement, j'ai le droit de voter. Sans doute mon vote est-il évident ? Je vote pour. Ainsi, les voix favorables sont donc prédominantes et l'affaire est réglée. Ton impudence est à la limite du bon goût, Yennefer, dit Sabrina en croisant ses doigts chargés de bagues en onyx.
Vous ferez bien, madame, de faire preuve d'un peu plus d'humanité et de songer au vote dont vous ferez vous-même prochainement l'objet, ajouta Sheila avec le plus grand sérieux. J'ai soutenu Ciri, dit Francesca, mais toi, Yennefer, je dois te rappeler à l'ordre. Tu as quitté la loge en t'enfuyant et en refusant de collaborer. Tu n'as aucun droit. En revanche, tu as des obligations, des dettes à rembourser, une sentence à écouter. Sans cela, tu n'aurais même pas franchi le seuil de Montecalvo. Yennefer retint Ciri, qui était sur le point de s'emporter et de crier, sans résister et sans aucun bruit. La jeune fille se laissa retomber sur son fauteuil, aux accoudoirs sculptés en forme de sphinx. Elle vit soudain Dame Chouette, Philippa Eilhart, qui, s'étant levée de son fauteuil, dominait à présent la table. « Yennefer n'a pas le droit de voter, déclara-t-elle d'une voix sonore. Inutile de revenir là-dessus, mais moi si. J'ai écouté les avis de toutes les personnes, toutes les dames ici présentes. Le temps est venu, me semble-t-il, de voter à mon tour. » « Que veux-tu dire par là, Philippa » demanda Sabrina en fronçant les sourcils. Philippa Eilhart leva les yeux au-dessus de la table. Son regard rencontra celui de Ciri et ne le lâcha plus. Le fond du bassin est composé de mosaïques multicolores. Leurs carreaux chatoyants semblent se mouvoir. L'eau tout entière tremble, clignote dans un clair-obscur. Sous les feuilles de nénuphar aussi grandes que des assiettes, au milieu des algues vertes miroitent des carassins et des ides. Dans les flots se reflètent les grands yeux noirs de la petite fille. Ses longs cheveux effleurent la surface de l'eau comme pour y nager. Oubliant le reste du monde, penchée au-dessus du bassin, la petite fille laisse aller ses mains sous l'eau de la fontaine qui coule au milieu des jaunets d'eau. Elle veut absolument toucher l'un de ces poissons d'or et ou rouge. Les petits poissons, curieux, viennent nager jusque dans la main de la petite fille tournoie autour d'elle, mais sans se laisser attraper, insaisissables comme des fantômes, comme l'eau elle-même. Les doigts de la petite fille aux yeux noirs se referment sur du vide. « Philippa !» Elle entend la voix si chère à son cœur. Malgré cela, la petite fille ne réagit pas immédiatement. Elle continue à regarder l'eau, les poissons, les nénuphars, son reflet. « Philippa !» Philippa ! La voix sévère de Sheila de Tancarville l'arracha à ses pensées. Nous attendons. Un courant d'air frais, printanier, s'engouffra par la fenêtre ouverte. Philippa Eilhart frissonna. La mort, songea-t-elle. La mort est passée près de moi. C'est la loge qui décidera du sort du monde, dit-elle enfin d'une voix assurée, fort et distincte. C'est pourquoi la loge est comme le monde. Elle en est le reflet. Y cohabite la raison, qui n'est pas toujours synonyme de bassesse et de calcul intéressé et froid, et le sentimentalisme, qui n'est pas toujours affaire de naïveté. Une responsabilité, une discipline de fer, imposée par la force s'il le faut, une aversion pour la contrainte, de la douceur et de la confiance, la froideur inhérente à l'omnipotence et du cœur. Étant la dernière à voter, reprit-elle dans le silence qui régnait désormais dans la salle des colonnes du château de Montecalvo, en donnant ma voix, je prends en considération une chose encore. Une chose que rien ne peut contrebalancer et qui contrebalance tout. Suivant son regard, elle tournèrent la tête vers la mosaïque sur le mur, dont les tout petits carreaux multicolores représentaient le serpent Ouroboros se mordant la queue. Cette chose est la destinée, poursuivit Philippa en plantant sur Ciri ses yeux noirs. Une destinée en laquelle, moi, Philippa Eilhart, j'ai récemment commencé à croire. Que moi, Philippa Eilhart, j'ai commencé récemment à comprendre. La destinée, ce n'est pas la sentence de la providence. Ce ne sont pas des rouleaux écrits de la main de Démiurge. Ce n'est pas la fatalité. La destinée, c'est l'espoir. Et j'ai bon espoir que ce qui doit arriver arrivera. Aussi, je donne ma voix à Ciri, à l'enfant de la destinée, à l'enfant de l'espoir. Dans la salle des colonnes du château de Montecalvo, plongé dans un subtil clair-obscur, le silence se prolongea longtemps, très longtemps. On entendit par la fenêtre le cri d'un aigle pêcheur qui tournoyait au-dessus du lac. « Dame Yennefer, murmura Ciri, cela veut dire... »« Allons-y, ma petite fille, répondit Yennefer tout bas. Geralt nous attend et nous avons une longue route devant nous.
Tiré brutalement de son sommeil, Geralt s'arracha de sa couche. Le cri d'un oiseau nocturne résonnait encore à ses oreilles. Ensuite, la magicienne et les sorceleurs se marièrent en grande pompe. J'y étais moi aussi. J'ai bu de l'hydromel et du vin. Quant à eux, ils vécurent heureux, mais pas très longtemps. Lui mourut d'une crise cardiaque, tout simplement. Elle est morte peu de temps après lui, mais l'histoire ne dit pas comment. On raconte que c'est le chagrin et la tristesse qui l'ont tué. Mais qui donc ajouterait foi à des légendes? Florence Delannoy, Contes et légendes. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre 11. J'espère YouTube qui vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur YouTube. Et surtout, on se retrouve, alors pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour le dénouement final, le dernier chapitre de l'histoire officielle du sorceleur. Ça sera dans 2 semaines, donc n'hésitez pas à venir voir ça en live avec nous sur 21h le dimanche. Twitch.tv/Tiamax et bah sinon vous l'aurez dans 2 semaines le mercredi à 17h sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie de l'avoir écouté et puis bah on verra ce que nous réserve ce dernier chapitre. Portez-vous bien YouTube et à dans 2 semaines, bye bye.